Donc maintenant, on va voir le travail d'Antoine Boulet, qui est joaillier et qui travaille pour les grandes maisons de luxe, entre autres, Chanel. Je vais vous dire tout ça. Etc. Je vous laisse commencer. Bonsoir et merci d'être présent. Alors moi j'ai plus l'habitude de travailler tout seul dans mon atelier que de présenter, que de venir parler de mon travail en public. Je suis pas un pro de la com. Donc je vais lire mon texte. J'espère que vous serez indulgents à ce sujet. Je vais vous parler de mon parcours et ensuite de mon travail. Moi, je suis un ancien élève de l'école Nicolas Flamel, qui a ensuite été rattaché puis intégré au sein de l'école Boulle. J'ai commencé par faire de la petite joaillerie dans les ateliers du Marais parisien, juste à côté d'ici. Au début pour la fabrication, la réparation, le serti, le dessin, finalement les maquettes pour les nouvelles collections. J'ai ensuite rencontré Jacques Hurel, qui est devenu rapidement numéro 1 des paruriers. Donc les paruriers, on faisait les accessoires de mode, les bijoux, les ceintures, les sacs pour les défilés de haute couture et les collections de prêt-à-porter. Dans les années 90, on réalisait des dizaines de nouvelles pièces tous les jours. Donc quelques petits exemples de pièces qu'on a pu faire. Donc ça a été l'occasion pour moi de travailler dans toutes les branches de ces métiers qui s'imbriquent. Il y a énormément de métiers connexes. La fonderie, la maroquinerie, la résine, la galvano. Donc c'est dans ce contexte que je suis tombé sur une pile de Mac tout neuf, destinée à un tout autre projet, n'ayant pas abouti. J'ai découvert les balbutiements de la modélisation grâce à l'informatique et aux nouvelles machines numériques à ce moment-là. Moi j'ai été littéralement fasciné et happé par ces technologies que je me suis empressé d'adapter à la bijouterie, en transformant mon bureau en base de la NASA, carrément. Heureusement, à cette époque-là, on a pu expérimenter à souhait ces nouvelles technologies grâce aux gros investissements de l'entreprise, très florissantes à l'époque. Bien sûr, en apprenant sur le tas, j'ai dû surmonter les problèmes liés à des logiciels et à des machines qui n'étaient pas du tout conçues pour ce secteur. Ça m'a donné aussi l'occasion de faire du bêta-test de logiciels pour cette profession en pleine mutation vers la conception numérique. Il est dit que l'adoption de l'impression 3D bouleverse la chaîne des valeurs dans la mesure où elle permet de réduire le cycle de l'innovation des produits. Pour moi, c'est vraiment magique, mais vraiment magique de pouvoir imaginer quelque chose, donc en l'occurrence un bijou, d'avoir la vision de son volume dans la tête et de pouvoir le retranscrire et d'avoir la pièce dans les mains quelques heures après. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je m'aperçois au fil du temps que les technologies d'impression 3D me permettent de faire plus d'essais, plus de mises au point, de perfectionner sans cesse en faisant plus de simulations et de pousser toujours un peu plus loin le concept et la perfection de chaque pièce. Le bonus, c'est de pouvoir en plus combiner des processus innovants en fabrication. Que ce soit en mode de fabrication classique ou bien par les biais de plateformes spécialisées d'impression en ligne, comme on vient de les voir. Savoir modéliser avec des logiciels 3D, ce que j'ai exactement besoin de faire, est très important pour moi. Autant que la maîtrise des contraintes des machines pour en obtenir ce que je veux. C'est complémentaire et étroitement lié à l'utilisation des imprimantes. Je dirais que c'est un peu le cas un peu comme pour le papier. On tape un texte et on imprime pour vérifier, on corrige, on recommence. Alors on pourrait penser que si on ne sait pas taper un texte, on n'a pas besoin d'imprimante, mais ce n'est pas complètement vrai. Je crois que j'ai un autre slide après. Ça doit être ça. Ah ouais, c'est après. Bon. Alors, je vais vous parler un peu de la 3D. Mon premier contact avec le numérique, ça a été de taper des lignes de code en C++, en Pascal, dans d'autres langages mystiques du genre. J'ai vite compris que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire des petits dessins, mais pas des chiffres et des lettres sur un écran noir. C'est pas ce qui m'intéressait. Quelques temps plus tard, est sortie la machine qu'on devrait tous vénérer, le premier Mac avec une souris et un logiciel de dessin. Là, ça commençait à devenir intéressant. Mon deuxième contact, justement, ça a été à l'Apple Expo. L'Apple Expo, qui était à l'époque, se passait au CNIT à la Défense.
j'ai vu des gars qui usinaient une coque de bateau, toute simple, sur un bout de mousse, avec un tout nouveau logiciel français, 3D, un logiciel 3D, simple et efficace, combiné à une fraiseuse à commande numérique. Moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Cette machine m'a tellement plu que je m'en sers encore. Après, j'ai commencé à utiliser l'impression 3D au début des années 90, en travaillant avec un prototypiste qui travaillait pour Renault F1, pour Prost Grand Prix, etc. C'était l'un des premiers à avoir une machine de stéréolithographie sur Paris. C'est l'industrie automobile et aéronautique qui a démocratisé les logiciels et les machines numériques. Depuis, on a bien amélioré les techniques, les ordinateurs, les logiciels. Les machines n'ont pas cessé d'évoluer. On a maintenant de vraies merveilles et ça continue. Heureusement pour les jeunes, il reste encore beaucoup à faire. Alors, ces technologies, elles ne sont pas nouvelles, elles datent des années 80, mais leur très récente démocratisation est principalement due au fait que les brevets américains, qui expirent au bout de 20 ans sans possibilité de renouvellement, donc les étudiants du MIT de Boston, les hackers, les gros investisseurs, les communautés open source et bien d'autres cas plus ou moins sérieux se sont jetés dans la brèche. Donc ça a donné des résultats plus ou moins intéressants. Bon, voilà, après ce parcours très enrichissant, moi je me suis installé un atelier pour continuer de développer mon secteur de prédilection, la CAO et l'impression 3D. Moi j'ai fait ma première bague Splash Ring il y a plus de 15 ans pour démontrer les nouvelles possibilités qu'apportait l'impression 3D dans mon métier. Le choix esthétique dans la conception de cette bague a été très influencé par le logiciel dont je disposais à l'époque. Je voulais garder l'esprit de la structure en filière que proposait l'affichage. Je voulais aussi garder le principe que la pièce ne puisse pas être réalisée par un autre moyen que le numérique. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas réalisable à la main, qu'on ne puisse pas faire la première pièce à la main, et qu'on ne puisse pas non plus la fabriquer par les moyens de fabrication classiques en bijouterie, c'est-à-dire par moulage. C'est pour ça que le corps de la bague est complètement fermé, qu'on constitue une grille complètement fermée. Alors moi j'ai acheté ma première imprimante 3D, une Solidscape, il y a plus de 10 ans, à prix d'or à l'époque, pour réaliser ce type de pièce assez complexe, assez fine. Alors depuis j'ai fait bien d'autres modèles, dont certains d'horlogerie ou de joaillerie particulièrement complexes. Ici ce sont un bracelet et une montre qui ont été fabriqués avec tout un tas d'éléments qui se connectent dans certains sens, etc. Enfin voilà, des assemblages particulièrement complexes. Ces pièces sont complètement imprimées en 3D aussi. Alors aujourd'hui, je suis artisan d'art, je partage mon temps entre mon entreprise, Protopix, je vais vous en parler dans un instant, et l'enseignement de ces techniques au sein de la section bijouterie à l'école Boulle à Paris. L'école Boulle, ceux qui ne connaissent pas, c'est une école d'art appliqué de renommée internationale où se croisent de multiples talents. Je crée en parallèle ma propre collection de bijoux avec le projet Mozart et je fais aussi de la sculpture accessoirement. Donc voilà, Protopix, l'école Boulle et mon projet Mozart. Alors, qu'est-ce que c'est que Protopix? Alors, Protopix, non, c'est pas un copain de l'irréductible gaulois à moustache. Protopix, en fait, ça veut simplement dire que je fais des protos avec des pixels. Moi, j'ai choisi ce nom pour illustrer mon activité principale, donc. C'est-à-dire de faire des vrais prototypes à partir des pixels de l'écran. Bon, les pixels, on les a faits, ils sont pas venus tout seuls, évidemment. Alors, moi, j'ai comme clients principalement les grandes maisons de luxe, designers, les professionnels de la bijouterie, de la joaillerie, de l'horlogerie, des accessoires de mode. Alors ce sont Chanel, Dior, Lanvin, et beaucoup d'autres couturiers. Swarovski, Baccarat qui font du cristal. La RMNGP, c'est la réunion des musées nationaux Grand Palais, le Centre Pompidou, voilà les organismes officiels. Et puis les arts de la table, des éditeurs d'art, des artistes, des designers, j'ai déjà dit. Et même Yamaha Motor, donc ça peut être très diversifié. Je fais jamais 2 fois la même chose. Ce que je fais, c'est toujours nouveau. Donc il faut souvent, pour ne pas dire tout le temps, repousser les limites pour innover. Donc l'essentiel de mon activité, elle est basée évidemment sur mon savoir-faire. Moi, je travaille sur le développement des nouveaux produits à partir d'une idée, d'un dessin, d'un plan ou quoi que ce soit d'autre.
perdu. Jusqu'à la réalisation de la première pièce. Donc c'est du travail à la demande, on dit travail à façon dans notre jargon. Je ne fais pas du tout de production à quelques rares exceptions près. Donc le processus de conception, il peut être différent selon les cas. Évidemment, ça dépend bien sûr si je fais des petites pièces de haute joaillerie ou une grande sous-assiette de table, ce sera différent. Mais alors pour simplifier, il y a dans un premier temps une maquette numérique donc qui sert de première base d'échange et de travail. On peut encore modifier les volumes, les dimensions à souhait à ce stade. Dans un deuxième temps, il y a la réalisation d'un premier prototype qui va servir à sa visualisation, enfin à sa validation visuelle et manuelle. Je veux dire, manuel, c'est tactile, qu'on a besoin de toucher, de sentir la pièce, son poids, sa taille. Enfin, voilà, on a besoin de l'avoir dans les mains. À ce stade, c'est plus l'impression 3D est de plus en plus utilisée au détriment de l'usinage. Avant, ce genre de pièces qu'on faisait en usinage. Mais ça, c'est plus la demande client qui évolue en ce sens que ma façon de travailler. Il faut bien sûr s'adapter rapidement à ça. Donc les clients, ils ont bien compris l'intérêt de l'impression 3D et s'en servent de plus en plus, comme moi, pour multiplier les essais. C'est plus rapide, c'est moins coûteux. Comme ça, plus on travaille un projet, meilleur il est. C'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter de travailler. Donc dans un troisième temps, vient la maquette physique. Donc généralement en métal, en bijouterie, qui va servir à sa reproduction par moulage. Elle peut être faite à la main, en usinage, en impression 3D. Moi je fais souvent un savant mélange des trois en fait. Ça dépend de la matière voulue, de la complexité de la pièce, de son process de fabrication. En bijouterie, la fonte à cire perdue et la basse fusion sont utilisées couramment pour la production. Alors nous, on espère imprimer bientôt directement en métal, mais jusqu'à maintenant, le coût et la qualité d'impression ne sont pas encore assez satisfaisants pour nos exigences. Alors comment je fais tout ça ? J'utilise trois choses. Une fraiseuse commande numérique en 3 axes et 2 imprimantes 3D. Alors le gros avantage de la fraiseuse, c'est ce qu'elle permet de travailler directement le matériau. Donc, ça peut être de l'alu, du laiton, de la résine, du plexi, du bois, de la cire, un peu tout ce qu'on veut. Donc on usine le bloc de matière. La limitation de la fraiseuse, c'est les 3 axes. Hein. Mais jusque-là, moi, je faisais 90% de mes pièces avec. Dans un deuxième temps, j'ai une Tobeca. C'est une petite imprimante à fil. Donc une imprimante qui est transportable, qui a l'avantage d'être française, qui est issue des projets RepRap. C'est les fameuses machines autoréplicantes. Donc moi, je m'en sers beaucoup pour les essais de volume, aussi pour les grosses pièces. On peut avoir des volumes d'impression assez intéressants. Mais pour moi, c'est aussi un jouet qui me permet de faire bien d'autres choses. Des présentoirs je vais vous mettre le size qui correspond. Des présentoirs à bijoux, par exemple. Ça peut être des petites boîtes personnalisées, adaptées à chacun des nouveaux modèles qui sont créés. Évidemment, tout en profitant des diverses couleurs et matières disponibles, comme le fil de laiton, le fil de bois. Bref, vous avez vu toutes les possibilités. J'ai aussi une Form One. Donc c'est une imprimante SLA américaine, une machine de stéréolithographie. Donc ces machines-là, elles solidifient la résine. C'est une résine photosensible avec un rayon laser. Cette machine, pour moi, elle répond plus aux besoins professionnels grâce à sa précision, à sa qualité d'impression redoutable et son volume d'impression qui est assez grand, qui me permet de faire des bracelets, des étui-alinettes, des choses beaucoup plus volumineuses que des petits bijoux. Elle me permet de travailler sur les premiers volumes, sur les minuscules détails techniques comme les assemblages, les empierrages ou les mises à jour. Ce sont des applications très particulières à la joaillerie. Il existe des résines de couleur et même de la résine castable pour cette machine, plus adaptée à la fonte à cire perdue qu'on utilise nous beaucoup bijoutiers. Donc, autrement, pour les pièces qui doivent être en métal et que je ne peux pas faire en usinage, j'utilise des fois un sous-traitant très spécialisé dans la joaillerie
qui a su développer un process de non seulement d'impression 3D, mais dans le casting, etc., qui donnent des résultats vraiment très impressionnants. Le troisième point de mon activité, c'est Mozart. Aujourd'hui, je m'implique dans un concept assez novateur et original. Mozart, en fait, c'est la première plateforme de partage dédiée à l'art et au design initiée par un créateur. Donc c'est fait pour les makers, les amateurs d'art, simples curieux. Les modèles 3D sont mis à disposition de tous, sous licence, pour laisser libre cours à la créativité de chacun. En lançant cette plateforme Mozart.Paris, vous pourrez regarder sur le site. Moi, je veux pouvoir innover avec un grand nombre d'autres talents, mais sur un mode collaboratif, un peu comme sur les plateformes qu'on a vues tout à l'heure, mais pour tisser les liens, essayer de tisser des liens avec les créateurs. Moi, c'est dans mon savoir-faire que je puise les ressources pour innover. Mes créations sont le reflet des années que j'ai passées à travailler pour tous ces clients prestigieux. Et du coup, comme je suis spécialiste et surtout que j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour développer, j'utilise les techniques pour concevoir, développer, valider et réaliser toutes mes créations. Donc moi, j'ai choisi de lancer Mozart au début avec des modèles 3D d'accessoires de cigarettes. On en parlait tout à l'heure, la personne précédente. D'accessoires de cigarettes électroniques, donc un nouvel objet de société encore très éloigné du design. Donc j'ai fait des accessoires et des pendentifs pour un peu sublimer cet objet du quotidien. Évidemment, cette plateforme Mozart a vocation à s'ouvrir à bien d'autres objets, les bijoux évidemment, mais aussi des accessoires de mode ou des accessoires plus modernes, on va voir. Bien, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je crois qu'on a prévu un petit moment encore. Pas de questions? Eh bien, merci à tout le monde d'être venu et merci surtout à tous nos participants. Alors, la vidéo va être disponible si vous n'avez pas tout vu, si vous n'avez pas tout compris. Vous pourrez la revoir. Je vais vous en parler. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser vos coordonnées. Comme ça, je vous envoie la vidéo. Et donc, il y a une feuille à côté du buffet. Il reste encore plein de petits fours. Merci. Il reste encore plein de petits fours qui ne demandent qu'à être mangés. Voilà, merci à tous. Et merci à l'équipe technique.